aussi à ce jeu de vitesse. Donc c'est vraiment très, très gentil de ta part et je suis vraiment contente de voir que ce travail a abouti et a fait une jolie thèse. Mes félicitations à Ibtissam et à toi aussi, hein, parce que tu as encadré et que vous vous êtes démenés. Donc j'ai noté dans le message que vraiment je trouve votre étude très, très dynamique et très motivée. Donc félicitations aussi, bien à la doctorante qu'à toute l'équipe. Alors pour faire court, oui, il y avait effectivement beaucoup de maladresse dans le texte, hein, des problèmes de forme. Mais j'ai quand même trouvé le manuscrit agréable à lire, facile à lire, malgré ces petits ennuis de forme. J'ai trouvé la présentation très agréable, très claire et bien illustrée. Donc félicitations pour ça, j'ai bien apprécié. Oui, pour la forme, ça c'est un petit peu du fond aussi. J'ai mis dans le message qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment corriger parce que si d'autres personnes lisent le manuscrit, c'est pas très bien de voir des erreurs particulièrement donc à la page 6 en ce qui concerne les argiles. On appelle les argiles diotaïdiques, justement, diotaïdiques, celles qui portent deux qualités, occupées par du cation trivalent. C'est pas triotaïdique. On dit pas triotaïdique parce que c'est des cations trivalents, c'est parce qu'on a des cations divalents. On dit que c'est triotaïdique. Bon, ça c'est pour la forme. Et il y avait une question aussi. Bon, il y a dans la présentation, Gisèle, tu as mentionné Berthier dans la liste des kaolas. C'est pas vraiment un kaola, parce que c'est un rôle argileux de la famille des sétanchements, mais riche en fer. Et donc à ce propos, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser justement un kaola, une argile à sétanchements de type Berthier, c'est déjà riche en fer. Justement, peut-être pour aider à ce procédé Fenton. Je crois qu'un des collègues du jury a déjà mentionné cette idée d'utiliser une argile riche en fer. Mais peut-être, mais ça, là, tu vas me répondre, peut-être que vous n'avez pas de berthérine en Algérie, peut-être. Ce serait un problème de fourniture en argile riche en fer. Donc je me laisse répondre. Je réponds que je ne sais pas pour la disponibilité, je ne sais pas. Ton micro, il est coupé. Joël. Oui. Vous m'entendez, madame? Oui, Je ne sais pas pour la disponibilité des argiles riches en fer en Algérie, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. On va faire une recherche pour voir. Oui, mais l'idée d'utiliser une argile riche en fer comme base, est-ce que c'est quelque chose qui est écrit dans la littérature déjà? Non. Aucune idée, non. Donc, maintenant, on a besoin En de général, faire quand des synthèses, tu fais puisque pour l'oxydation du photon. Et l'argile, La grille du fer métallique, c'est ça pour l'argile. Dans l'argile. Non, vous parlez du greffage du fer. On a besoin du fer à l'état ionique, le fer puisseux pour l'oxydation, mais pas le fer métallique. Il faut faire attention. Non, néanmoins, certaines argiles qu'on a utilisées, soit la paligorskite quand même, qui est une argile fibreuse, et aussi la zéolite naturelle, il y a des parties qui sont carrément riches en fer. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on n'a pas analysé la composition en fer, mais vu la couleur, elles sont vraiment riches en fer. C'est-à-dire lors de l'extraction de l'argile, on peut choisir vraiment, l'endroit vraiment qui donne cette couleur. Et là, on va essayer de confirmer vraiment si la composition est riche ou pas. oui, c'est vrai.
jusqu'à présent. Mais d'aller directement vers une argile qui est purement constituée de fer, bon, c'est à explorer, voilà, c'est à explorer. Juste une remarque, les paligorskites, c'est pas très riche en fer. Oui, mais lors de l'extraction, on a vu quelques plaquettes vraiment qui étaient vraiment de couleur, voilà, de couleur de fer, hein, parce que ça change, la composition apparemment ça change. Et lors du traitement chimique, on a eu du fer collé au Voilà. aliment l'agitateur. Quand on a fait le traitement chimique avec de l'acide, il y avait vraiment du fer, comme des aimants, vraiment autour du barreau magnétique. Donc ça, c'était une preuve, la présence du fer. Oui, oui. On verra. D'accord. Oui. Alors, une question. Enfin, oui, un autre commentaire, mais plutôt une question pour l'instant. Donc, tu as testé l'hybridation inverse, et au final, est-ce que ce ne serait pas bien de faire de l'hybridation inverse? Est-ce que tu as évalué, en fait, il faut aussi regarder dans ces procédés ce qui est le plus facile pour l'industriel, hein, si ça devait être mis en place. De ce point de vue-là, quel est le plus avantageux? Est-ce que c'est l'hybridation avec la suite que tu as utilisée dans un premier temps, ou l'hybridation inverse? Selon toi, qu'est-ce qui est le plus utilisable pour l'industriel? Pour un industriel, je ne sais pas répondre, mais pour nous, c'est l'inverse. En commençant par la coagulation, population, après oxydation fondante. Parce que les résultats, il n'y avait pas une très grande différence, mais ils étaient meilleurs. En plus, pour la quantité d'absorption sur l'absorbant, elle était aussi meilleure en deuxième position. D'accord. Juste une autre question concernant le matériau mésoporeux. Donc là, si j'ai bien compris, vous cherchez à avoir le matériau le plus ordonné possible. Mais au final, est-ce que ça vaut le coup de faire un matériau extrêmement bien ordonné par rapport au matériau désordonné? Est-ce que ça vaut la peine, l'investissement en produits, en toute cette technique? Est-ce que ça vaut la peine vraiment Oui, d'aller jusqu'à un matériau le plus ordonné possible pour faire comme oui, on a il est plus ordonné. Alors on a une structure plus ordonnée, alors on a une surface spécifique plus élevée. Et si on a une surface spécifique plus élevée, alors on a une quantité d'absorption plus importante. Mais est-ce que le gain en structure ordonnée en vaut la peine? C'est ça? Est-ce que le gain en surface, ça vaut la peine de faire tout ça? Oui, bien sûr. Si on a une surface meilleure, on a une absorption meilleure. Oui, bien sûr, mais ça suppose quand même du traitement. Non, madame, il fallait juste modifier les paramètres de synthèse, la température, la quantité du pluronique, la quantité d'argile. Et on pourra obtenir une meilleure structure. D'accord, très bien. Bon, j'ai juste peut-être un commentaire, mais c'est toujours dans la même idée. En fait, tous ces procédés sont très bien, sauf qu'il faut ajouter plein de produits pour arriver à quelque chose. Donc, c'est toujours un problème de compromis entre ce qu'il faut utiliser comme matériel, le coût que ça aura,
Merci Madame Joël pour votre intervention. Je continue. Il me reste 2 questions. Je vais résumer. Ouais. Alors, donc dans la partie bibliographie, vous avez critiqué le procédé coagulation-flocculation. En l'occurrence, il génère des quantités assez importantes de boue dont on ne sait pas se débarrasser. Alors pourquoi est-ce que vous avez après eu recours à ce procédé? Donc vous critiquez un procédé, donc ça laisse entendre que vous allez utiliser autre chose. On se trouve donc avec l'utilisation du même procédé que vous avez critiqué. Comme je l'ai déjà expliqué, on a utilisé ce procédé parce qu'à la base, normalement, il a été fait dans le lac. C'est pour ça. Mais je trouve que l'application de votre matériau synthétisé a été hâtive. Vous êtes pas vraiment investi à changer les paramètres et tout ça pour essayer d'avoir une meilleure utilisation de ce produit synthétisé. Parce que vous vous êtes basé, d'après un diapo, déjà vous avez éliminé les colorants à 80%, puis vous avez appliqué votre produit, votre matériau. C'est vrai ou pas? Donc la flocculation, coagulation a déjà éliminé jusqu'à 80% de la couleur, de la pollution. Après quoi, vous avez utilisé votre produit. Donc vous n'êtes pas vraiment investi dès le départ à changer certains paramètres pour optimiser, pour essayer donc de mettre en évidence l'efficacité de ce matériau en lui-même. Mais l'élimination, oui, on peut parler de l'élimination. L'élimination 80%, c'est ce qui est apparent. Mais maintenant, parce que le but c'était dans le cadre du projet. Et le but principal, peut-être qu'on n'est pas allé plus loin, c'était la réutilisation de ces rejets traités dans l'irrigation. Alors quand on dit l'élimination de 80%, c'est ce qui est apparent, mais est-ce que vraiment cette eau, est-ce qu'on pourrait par exemple à 80% la réutiliser dans l'irrigation? Alors on était obligé de faire d'autres processus enchaînés à la flocculation-coagulation. Alors on a commencé par l'absorption parce que c'était le processus qu'on utilise au laboratoire, vu le fait que ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Et puis on a enchaîné aussi avec un autre processus pour voir vraiment la nécessité d'hybrider 3 processus enchaînés, qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, peut-être qu'on n'est pas vraiment allé très très loin dans l'analyse en fait de cet effluent, avec peut-être une chromatographie couplée, pour de voir vraiment est-ce que cette eau, c'est une eau potable. Bon, potable, c'est pas à consommer, parce que c'est dans les définitions de l'eau potable. Elle contient d'arsenic. Hein? Certaines, même l'eau, elle contient quand même une teneur pas mal d'arsenic. Même les je pense que c'est ça pose un problème. L'arsenic, à la fin. Voilà, donc les quantités. Regardez la norme, c'est 0,1. Vous êtes à 4 fois plus que la norme. C'est un métal très très toxique, de l'arsenic. Dans les flux. Ah ben oui, dans les flux après traitement. Donc, si on prend l'arsenic à lui seul, je pense que c'est la conclusion d'utiliser l'eau traitée pour l'irrigation, c'est un peu hâtive, à mon sens. Tu parles de l'effluent brut, c'est ça? Non, après traitement, il y a 0,4 alors que la norme c'est 0,1. Donc 0,1. Si on prend cet élément à lui seul, vu que c'est sa toxicité. Et ça nécessite encore d'autres processus, ou peut-être un traitement ou un processus beaucoup plus efficace qui est l'élimination totale de ces métaux. Ce qui explique que maintenant, flocculation-coagulation, c'est un traitement qui est totalement classique. Hein. Voilà. Parce que maintenant, inévitable. Il n'y a aucun autre matériau qui peut remplacer carrément. Oui, et beaucoup ont recours à ce qu'on appelle au procédé d'oxydation avancée. Procédé d'oxydation avancée, maintenant, qui n'utilise pas d'absorbant et qui est parfois l'efficacité du processus est prometteuse. Voilà, et beaucoup plus positif. Ouais. Bon, concernant l'oxydation forcée, bien avancée, à la page 115. Bon, là, je ne vois pas très bien ici.
premier paragraphe, première phrase. Donc, dans la réaction redox, le rapport effet de plus aide à former des radicaux au H point. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi le sort de ces radicaux. Une fois formés, ils vont partir où ces radicaux? C'est quoi leur rôle dans le procédé? Et est-ce qu'ils persistent à la fin du procédé? Non. Ils s'attachent aux produits organiques. Ils font les... Qui sont eux radicaux, radicalaires? Ils sont radicalaires. Si vous permettez, Ouais. c'est deux oxydants. C'est deux qui vont oxyder le composé organique. en matière organique. Parce que le radical à 3 points, il a un souple avec l'autre très élevé. C'est Ouais. plus oxydant. Ouais. D'accord? Donc, il va oxyder, décomposer, dégrader le composé organique. Au final, on aura un produit organique et radicalaire. Non. C'est... Donc, Parce que ça va- le procédé, il va donc consommer les radicaux. Donc, il n'y a pas de génération de radicaux. Le but, c'est d'arriver à la réaction. C'est de réaction. Ici, vous avez le fer de plus que le catalyseur. C'est lui qui va, avec l'eau oxygénée, former le radical H au point, Ouais. et devenir F3+. Ouais. On ne trouve plus à la fin, À la fin, pas de ni il ne sera-t-il responsable de générer une autre molécule organique qui sera elle-même radicalaire. Le C'est but, ça mon c'est d'arriver. souci. Donc, vous comprenez? Le but, c'est d'arriver à la fin à du CO2 de l'eau. Le but de ce type de traitement, c'est d'arriver à du CO2, la minéralisation, et arriver de l'eau. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon. Minéraliser le produit Voilà, organique. tout à fait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Sinon, je finis avec mes questions et mes remarques. Je passe maintenant la parole à notre encadreur, Madame Marie. Merci. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du jury pour leur présence, pour leur lecture attentive, pour leurs remarques pertinentes qui va nous servir à faire quelques modifications, à améliorer aussi les synthèses et les processus qui sont en perspective. Et d'ailleurs, on est en plein dedans. Alors, tout d'abord, je suis très reconnaissante à M. Chouchou pour son déplacement. Je tiens à informer mes collègues et l'honorable assistance que M. Chouchou était mon enseignant de graduation, de post-graduation. Il était présent dans toutes mes soutenances de magistère, de doctorat, d'habilitation. Voilà, voilà, vous m'avez fait un grand honneur par votre présence. C'est bon. Voilà, je suis reconnaissante à M. Hazoli d'avoir accepté mon invitation, à juger ce travail, d'avoir pris la peine aussi de se déplacer. Je remercie également Joël pour sa présence régulière aux soutenances de mes doctorantes. Chaque fois quand je l'appelle, et précisément de celle de SLAPNI, parce que c'était dans le cadre du projet Set Proper, c'est un projet de coopération entre les pays européens et méditerranéens qui vise à explorer de nouvelles méthodes de traitement d'effluents teinturiers basés sur l'absorption et des matériaux à faible coût. Je tiens à remercier aussi mes collègues et mes amis, Madame Amira et Soria, qui sont toujours présentes chaque fois quand je les appelle. Et je vais passer à... Je termine avec, en beauté, en parlant de SLAPNI. Quoi dire sur SLAPNI? SLAPNI, vraiment, c'était un agréable échange scientifique et une aventure aussi scientifique avec elle, parce qu'au début, c'était carrément, on avait pensé à d'autres types d'effluents, c'était les effluents pharmaceutiques. Alors, on avait pris beaucoup de temps de travailler sur les effluents pharmaceutiques. Ça l'a pris vraiment énormément de temps, sachant aussi que SLAPNI, elle travaille en parallèle, elle a une petite famille, mais elle était toujours présente à chaque appel. C'est une personne motivée, beaucoup d'ambition, de bonne volonté. Et puis on est passé de l'effluent pharmaceutique à l'effluent plutôt textile, et on a utilisé des colorants textiles. Alors les colorants textiles, on a ramené les 12 colorants et on a passé des colorants à l'autre. On a testé un à un. Alors c'était impossible. On a essayé la solubilité dans l'eau, on a essayé la solubilité dans l'alcool, on a changé le pH. Le DMSO. Vous avez dit le DMSO? Le DMSO, je pense. Mais ça provoque. Mais encore, ça provoque de. On a essayé. Un réactif au plus, ça fait. Mais
Voilà. Et bon, rien n'a marché avec ces colorants textiles, vraiment. Et puis, on est passé à d'autres colorants. On a testé aussi des colorants avant le rouge acide. Et voilà, ça marchait. Et puis, on a pensé à un matériau mésoporeux. Alors là, pour le matériau mésoporeux, et je reviens aussi à mes chers collègues, pourquoi penser au DD3? Alors, tout simplement, depuis que j'ai commencé à travailler sur les argiles, j'ai commencé avec le DD3 parce qu'il y a une grande... des milliers de tonnes de DD3. D'ailleurs, une carrière. Et on a d'autres types d'argiles qui sont le DD1, le DD2. Malheureusement, le DD1 qu'on appelle le kaolin blanc, il est en épuisement. Le DD2 aussi en épuisement. Alors le DD3 tout d'abord qui se trouve en grande quantité. Mais ça ne nous a pas empêché de tester le DD1, le DD2, le DD3 dans des travaux antécédents. Et le DD3, ça nous a toujours surpris de donner les meilleurs résultats. Et Slavny s'est déplacée elle-même à la carrière pour aussi ramener des quantités de DD1, de DD3. Bon, c'était vraiment une aventure. Alors c'est pour ça qu'on a choisi le DD3. C'était sur cette base. De continuer avec le DD2, DD1, oui, on peut faire, mais peut-être on ne va pas aller plus loin dans les expériences vu les quantités limitées, tout simplement. Voilà, alors on a essayé d'utiliser l'argile qui est en grande disponibilité. Concernant le processus, est-ce se déplacer à Betna pour ramener les effluents gélicaux? On a eu le problème aussi de conservation et puis du traitement. Et chaque fois qu'on ramenait pour la floculation, coagulation, ça ne donnait pas des résultats meilleurs pour l'absorption. On était obligé de refaire le processus de floculation, coagulation, de terminer avec l'absorption. Et dans le cadre du projet, on a eu l'occasion de faire collaboration avec une équipe en Turquie, celle de Samsung. Elle est partie, elle a pris avec elle aussi des litres d'effluents. Vous vous rendez compte du risque? Voilà, vraiment, chapeau. Elle a pris des grandes quantités avec elle. Malheureusement, elle a utilisé, bon, ça s'est dégradé, elle était obligée d'utiliser, voilà, le effluent. Et aussi, à Samsung, ils utilisent le processus fondant. On a dit pourquoi pas d'enchaîner, voilà. Après traitement biologique. Biologique, voilà. Le traitement biologique. Ça, c'est... Et la congélation, ça donne quoi si vous congelez l'effluent? Vous congelez jusqu'à... Pas congelé, mais on le mettait dans le frigo, c'est-à-dire à basse température. Au risque de décanter, si on congèle et on décongèle, il y a le risque de décanter le colorant. C'est vraiment... Ça pourrait conserver.